personne ne l'a vraiment demandé. Pas de manifestation, aucun engouement populaire, même les banques commerciales, pourtant centrales dans sa distribution, s'interrogent sur son utilité. Et pourtant, l'euro numérique arrive. Depuis des mois, la Banque centrale européenne répète le même message. Ce ne sera ni un remplacement du cash, ni un outil de contrôle. Juste une alternative, pratique, moderne, neutre. Mais, à bien y regarder, rien n'est neutre dans cette affaire. L'euro numérique est présenté comme la version numérique de l'argent liquide, du cash digital, accessible à tous, partout, tout le temps. Mais le cash, lui, c'est la liberté. Un billet, ça ne se programme pas, ça ne s'éteint pas, ça ne vous observe pas. L'euro numérique, lui, est pensé comme un outil de stabilité systémique, conçu pour fonctionner même en cas de crise, pour assurer les marchés et pour donner aux institutions un levier de contrôle supplémentaire sur les flux monétaires. C'est un virage discret mais décisif, car derrière les enjeux techniques, c'est une nouvelle architecture du pouvoir monétaire qui se dessine. Un modèle dans lequel le citoyen n'a pas forcément plus de contrôle, mais où l'État, lui, en a beaucoup plus. Dans cette vidéo, on va donc remettre les choses à plat, expliquer où en est réellement le projet, ce que disent et ne disent pas ses promoteurs. Et pourquoi l'euro numérique, même s'il semble lointain, nous concerne tous. Mais avant de commencer, je voudrais vous parler d'une opportunité exceptionnelle pour tous les entrepreneurs et chefs d'entreprise de l'audience. Une des grandes difficultés d'entreprendre en Europe par rapport aux États-Unis, c'est la difficulté de lever des fonds. Devoir monter un dossier de 1500 pages devant une banquière qui ne comprend pas ce que vous faites et qui vous demandera en garantie votre RP, un rein et même votre chihuahua. Outre-Atlantique, les entreprises américaines investissent chaque année près de 40% de plus en R&D et en capital que leurs homologues européennes, créant un fossé de croissance énorme qui plombe la compétitivité de notre continent. Mais Money Radar vous a dégoté la solution. Via notre partenaire Start Engine, la plateforme leader du crowdfunding d'actions aux États-Unis, vous pouvez enfin lever des fonds non pas auprès d'un seul banquier sceptique, mais directement auprès de milliers d'investisseurs particuliers qui croient en votre vision. C'est l'opportunité de transformer votre entreprise et de lever jusqu'à 5 millions de dollars avec une flexibilité que le système traditionnel ne vous offrira jamais. Ne laissez plus le manque de capitaux freiner vos ambitions. Remplissez le formulaire en description avec les informations sur votre projet et votre entreprise et nous vous mettrons directement en contact avec Start Engine. Reprenons les bases. L'euro numérique, officiellement, c'est quoi ? Une nouvelle forme de monnaie de banque centrale, mais en version digitale. Pas une crypto-monnaie, pas un stablecoin, mais officiellement une forme de cash numérique garantie directement par la Banque centrale européenne, conçue pour être gratuite, accessible à tous et utilisable partout. Comme le sont aujourd'hui les billets et les pièces. C'est ce qu'on appelle une CBDC Retail, une monnaie numérique pensée pour le grand public. Les particuliers pour les paiements du quotidien. Pas une monnaie de règlement entre banques, mais un outil que vous pourriez avoir demain dans votre smartphone ou votre carte. Ce que nous disent les institutions, c'est que l'euro numérique serait simplement un complément du cash, une solution pratique, moderne pour suivre l'évolution des usages. Le cash décline, les paiements deviennent numériques, donc on modernise. Oui. Sur le papier, ça se tient. Mais très vite, quand on écoute bien, le discours glisse. Écoutez plutôt ce qu'en dit Éric Lacourège, directeur général des moyens de paiement à la Banque de France, dans une interview sur BFM Business en janvier. Est-ce qu'il est pertinent de transférer toutes les qualités du billet de banque dans le monde numérique? Et c'est ça le projet euro numérique. En réalité, c'est de dire on garde les billets de banque sur leur forme physique, mais en parallèle, on essaie de mettre leur équivalent dans le monde numérique. La question qu'on se pose en tant que banquier central, c'est est-ce qu'il est pertinent de transférer toutes les qualités du billet de banque dans le monde numérique? Et c'est ça le projet euro numérique en réalité, c'est de dire on garde les billets de banque, bien entendu, on les gardera sous leur forme physique pour de très très nombreuses années, mais en parallèle, on essaye de mettre leur équivalent dans le monde numérique. Alors oui, les billets seront encore là pour de très nombreuses années. Oui, on leur fait confiance. Mais on entend très bien aussi ce que ça sous-entend. L'objectif à long terme, c'est la bascule. Reproduire les fonctions du cash avant que le cash disparaisse. Et c'est là que le projet change de nature. Parce que contrairement au cash, une monnaie numérique peut être tracée, plafonnée, désactivée. Elle peut expirer, elle peut devenir programmable. Et même si ces fonctions ne sont pas encore activées, elles font partie du débat, car elles sont techniquement possibles et elles changent la perception de l'euro numérique. La vraie différence, elle est là. Le cash, c'est simple, physique, anonyme, sans condition. L'euro numérique, lui, c'est du code, des règles et des curseurs ajustables. Officiellement, c'est un outil pratique, neutre, moderne.
Mais quand on regarde les fonctions, ce n'est pas juste un billet sur smartphone. C'est un nouveau système monétaire avec ses propres règles. Et c'est ce qu'on va essayer de décortiquer dans la suite. Lors de notre dernière vidéo sur l'euro numérique, le projet était encore officiellement en phase dite préparatoire. À ce moment-là, rien n'était voté, rien n'était acté politiquement et l'euro numérique restait pour beaucoup un scénario parmi d'autres. Depuis, les choses ont clairement évolué. Fin octobre 2025, la Banque centrale européenne a officiellement clos la phase préparatoire qui avait débuté en 2023. Et surtout, elle a immédiatement ouvert une nouvelle phase, beaucoup plus concrète, une phase de préparation technique en vue d'une émission potentielle. Ce changement de vocabulaire est important. On ne parle plus de réflexion, mais de mise en capacité opérationnelle. Et dans les documents publiés à cette occasion, la BCE trace désormais un scénario précis. Si le cadre législatif est adopté au printemps 2026, avec un vote attendu au mois de mai au Parlement européen, alors la BCE pourra enclencher la suite du calendrier. Des expérimentations pilotes pourraient alors commencer dès 2027 dans certaines régions d'Europe ou avec des acteurs volontaires. Et une première mise en circulation de l'euro numérique pourrait intervenir à partir de 2029. Ce calendrier est plus lointain que ceux qui circulaient parfois auparavant, mais il est aussi beaucoup plus crédible. On n'est plus dans des annonces floues, mais dans une trajectoire structurée. Et surtout, ce calendrier ne sort pas de nulle part. Dès octobre 2025, la BCE avait annoncé avoir déjà sélectionné plusieurs prestataires techniques via des accords cadres pour travailler sur des briques clés du futur euro numérique, paiement hors ligne, application, sécurité, gestion de la fraude, expérience utilisateur. Autrement dit, le chantier industriel est lancé. Ce n'est pas encore un produit, mais l'écosystème se met en place. Sur le plan politique aussi, la machine s'est accélérée. Il faut un débat démocratique et une loi. Le Conseil de l'Union européenne a arrêté sa position en décembre 2025, avant même le vote parlementaire. Et dans le communiqué de presse du Conseil, on ne se contente pas d'énoncer des principes vagues. Il est déjà question d'un modèle hybride, combinant paiement en ligne et hors ligne, d'un encadrement des frais commerçants, avec des mécanismes de compensation prévus sur plusieurs années. Et surtout, d'un euro numérique pensé comme un instrument strictement régulé dès sa conception. En parallèle, le dossier est désormais entre les mains du Parlement européen. Le vote clé sur le règlement établissement de l'euro numérique est attendu pour mai 2026. Ce vote sera décisif. S'il est adopté, le projet entre officiellement dans sa phase de déploiement. S'il est rejeté ou profondément amendé, le calendrier peut être bloqué ou repoussé. Mais là encore, un point mérite d'être souligné. Pendant que le débat politique continue, le cadre technique, lui, se verrouille déjà. Et c'est là qu'un détail change tout. L'euro numérique, donc tous les commerçants l'accepteront. L'euro numérique devrait être soumis à un plafond de détention, souvent évoqué autour de 3 000 € par personne. L'objectif affiché est clair, éviter que les citoyens transfèrent massivement leur argent depuis les banques commerciales vers la banque centrale. Dit autrement, il s'agit aussi de protéger le rôle des banques commerciales et de préserver leur modèle de financement. Et sur ce point, les banques ne s'opposent pas fondamentalement. Ce plafond est justement l'un des garde-fous qu'elles réclament pour limiter les risques systémiques. D'un point de vue macroéconomique, c'est compréhensible. Mais du point de vue de l'utilisateur, c'est révélateur, parce que le cash, lui, n'a pas par nature de plafond. On peut en détenir autant qu'on veut. Ce simple élément montre que l'euro numérique n'est pas pensé comme une réserve de valeur libre, mais comme un outil de paiement strictement encadré et calibré pour préserver l'équilibre du système bancaire. Autrement dit, même si rien n'est encore voté, tout est déjà prêt. Le calendrier est posé, les prestataires sont sélectionnés, les règles d'usage sont discutées et les garde-fous systémiques sont déjà intégrés. L'euro numérique n'est plus un fantasme, c'est un projet en cours d'industrialisation. Si vous appréciez ce genre de décryptage, pensez à liker la vidéo et à vous abonner parce qu'on va maintenant entrer dans ce que les institutions ne disent pas. Car pendant que la BCE avance tranquillement vers 2027, un détail saute aux yeux. Personne ne semble vraiment demander cet euro numérique. Les commerçants n'en parlent pas, les citoyens n'en veulent pas, même les banques commerciales, pourtant centrales dans la distribution du futur euro numérique, se montrent très réservées. Plusieurs rapports institutionnels soulignent leurs doutes, en particulier sur le risque de fuite des dépôts et sur l'impact potentiel sur leur modèle de financement. Un rapport d'information du Sénat français note ainsi que les banques abordent le projet avec prudence, faute de valeur ajoutée évidente pour les usagers. De son côté, une étude commandée par la Fédération bancaire européenne en 2023 insiste sur des bénéfices consommateurs jugés incertains face à des risques bien identifiés pour la stabilité financière. Autrement dit, côté bancaire, l'enthousiasme est pour le moins modéré. Et du côté des institutions européennes elles-mêmes, le malaise est palpable. Le texte sur l'euro numérique continue de diviser, y compris au Parlement, et pourtant la machine est lancée. Les États membres ont adopté leur position dès décembre 2025, des prestataires ont été sélectionnés, le cadre technique est en construction. Ce paradoxe est fascinant. On est face à un projet qui nécessite un assentiment politique, mais qui avance comme si cet assentiment était déjà acquis. Une sorte de course en avant institutionnelle, sans base démocratique solide. Et ce flou se retrouve aussi dans les promesses.
Lors de son passage sur BFM Business, Éric Lacourège, dont on a déjà parlé plus tôt, a dit clairement que tout ce qui est numérique est traçable. Ce n'est pas une critique extérieure, c'est un constat assumé. Tous les paiements digitaux sont traçables, point. C'est la nature même de l'architecture. Alors pour rassurer, ils promettent des mécanismes d'anonymisation technologique. Ils assurent aussi que la Banque centrale n'aura pas accès à l'identité des utilisateurs. Mais attention, les banques commerciales, elles, continueront de faire du KYC, de la lutte contre le blanchiment et le financement contre le terrorisme. Ce qui veut dire que l'anonymat promis est conditionnel. Il est technique, pas politique. En clair, ce n'est pas un droit fondamental inscrit dans le système. C'est une fonction paramétrable que le régulateur peut activer, désactiver ou redéfinir selon les circonstances. Et le flou ne s'arrête pas là. Dans la même interview, Éric Lacourège explique que l'euro numérique pourrait aussi servir de canal alternatif de distribution de certains versements dans une logique d'inclusion. Soit intégré dans son compte bancaire, mais aussi téléchargeable directement en application sur son téléphone portable. Il cite notamment l'exemple des minima sociaux qui pourraient à terme être versés directement sur une application euro numérique ou sur une carte dédiée sans passer par un compte bancaire classique. Puis, la question de savoir si cette monnaie pourrait être fléchée ou programmée pour n'être utilisable que dans certains cas, par exemple un chèque rentrée scolaire dépensable uniquement dans certains commerces, il répond que c'est une fausse critique. Et formellement, aujourd'hui, il a raison, ce n'est pas prévu, mais ce qu'il décrit en creux, c'est autre chose. Une monnaie numérique, publique, centralisée, distribuée directement par l'État, avec des règles définies par des autorités monétaires et politiques. Oh, on n'en demandait pas tant. Car une fois que cet outil existe, l'usage conditionnel ne relève plus d'un débat technique, mais d'un choix politique. Expiration de l'argent, conditions d'usage, ciblage de certaines dépenses. Tout cela devient non pas automatique, mais possible. Ils nient l'usage conditionnel aujourd'hui, mais ils construisent l'outil qui le rendra demain trivial à mettre en place. Et c'est précisément pour ça que le débat mérite d'être posé maintenant. Et cette ambiguïté est d'autant plus troublante que le coût du projet est colossal. Selon plusieurs estimations, l'euro numérique pourrait coûter entre 18 et 30 milliards d'euros aux banques européennes, si l'on compte les infrastructures, les adaptations réglementaires, les compensations, la formation, la mise à jour des systèmes. Et tout ça pour un produit dont ni le public ni le secteur privé ne réclament réellement l'existence. Ce flou autour de la monnaie programmable revient d'ailleurs si souvent que la BCE a dû y répondre frontalement. Le 26 janvier 2026, dans une interview officielle, Piero Cipollone, membre du comité exécutif de la Banque centrale européenne, insiste: il faut distinguer les conditional payments, c'est-à-dire les paiements automatisés voulus par l'utilisateur, comme un remboursement ou un virement récurrent, de la monnaie programmable au sens politique du terme, celle qui permettrait à un État de conditionner, bloquer ou flécher une transaction. Ce qu'il dit en substance, c'est « nous parlons d'automatisation utile, pas de contrôle centralisé ». Mais là encore, la question de fond n'est pas technique, elle est politique. Qui décide des règles? Qui pourra les changer dans 10 ou 20 ans? Et avec quelle légitimité? Autrement dit, on nous rassure sur ce que l'euro numérique n'est pas aujourd'hui, en évitant soigneusement d'aborder ce qu'il pourrait devenir demain. Et justement, si ce projet soulève autant de débats, c'est aussi parce qu'il touche à une question plus large, la souveraineté européenne. Car derrière les promesses techniques et les enjeux d'usage, il y a une ambition géopolitique très claire. Ne plus dépendre des géants étrangers pour nos moyens de paiement. Et sur ce point, il faut le reconnaître, le contexte actuel joue en faveur des défenseurs du projet. Avec un Donald Trump plus imprévisible que jamais aux commandes des États-Unis, l'Union européenne voit ressurgir ses dépendances stratégiques, y compris sur des infrastructures critiques. Car en matière de paiement, l'Europe reste très largement sous domination américaine. Rien qu'en 2023, Visa et Mastercard ont traité plus de 4 120 milliards d'euros de transactions en Europe. 2 entreprises, 2 réseaux et une hégémonie presque totale. Face à ça, le narratif de souveraineté se renforce. L'euro numérique est présenté comme une réponse, un outil qui permettrait à l'Europe de reprendre le contrôle de ses rails financiers en s'émancipant des technologies venues d'ailleurs. Mais soyons clairs, Trump n'est pas la cause du projet, il en est tout au plus l'accélérateur. Le projet existait déjà, mais le contexte géopolitique actuel lui offre un nouveau souffle politique en légitimant son adoption au nom de l'urgence. Et là, une question mérite d'être posée. Souveraineté, d'accord, mais pour qui ? Parce qu'en réalité, ce projet ne rend pas le citoyen plus souverain sur son argent. Il déplace la souveraineté, moins vers Visa et Mastercard, plus vers la Banque centrale et les institutions européennes. Autrement dit, c'est une souveraineté institutionnelle, pas une souveraineté individuelle. Et ça change tout. Dans une démocratie fonctionnelle, on construit des garde-fous en séparant les pouvoirs, exécutif, législatif, judiciaire. Mais ici, on mélange la monnaie, l'infrastructure et la gouvernance dans un même outil. Un outil central, piloté d'en haut, sans contre-pouvoir clair. Et pourtant, des alternatives souveraines existent déjà. En France, le réseau CB, carte bleue, reste un pilier du système de paiement. Plus de 70% de la consommation courante est encore réglée avec une carte bleue. Et même si beaucoup de cartes sont co-badgées avec Visa ou Mastercard, la structure CB reste française.
À l'échelle européenne, il y a aussi le projet Wero, porté par le consortium EPI, European Payments Initiative. Son objectif est de construire un standard de paiement européen, utilisable dans l'e-commerce comme dans les commerces physiques. C'est une réponse privée, bancaire, mais clairement pensée pour réduire notre dépendance extérieure. Autrement dit, il est possible de défendre la souveraineté sans passer par une monnaie de banque centrale. Ce qui montre bien que le choix de l'euro numérique n'est pas seulement stratégique ou technologique, c'est un choix politique. Un choix qui s'inscrit aussi dans des scénarios de rupture. Ce n'est pas qu'un outil du quotidien, c'est aussi un outil de gestion de crise. Dans une interview donnée fin janvier, Valdis Dombrovskis, vice-président de la Commission européenne, le dit très clairement. L'Union européenne a besoin de l'euro numérique pour devenir indépendante des États-Unis. Et c'est là qu'il faut prendre du recul. Oui, la souveraineté est un enjeu réel. Oui, il est urgent de s'émanciper des rails américains. Mais l'euro numérique, ce n'est pas un outil pensé pour nous. C'est un outil conçu pour le système. Un plan B monétaire, mais dans une logique inverse à celle de Bitcoin, centralisé, institutionnel, pensé pour garantir la continuité du système en cas de rupture. L'euro numérique, ce n'est pas juste un outil de paiement, c'est une bataille politique, un choix de société. Il pose une question fondamentale. Qui doit contrôler l'argent ? Les institutions ou les individus ? Aujourd'hui, la Banque Centrale Européenne nous dit « Faites-nous confiance, nous n'abuserons pas de cet outil !» Et peut-être qu'ils sont sincères, peut-être que les garde-fous tiendront. Mais l'histoire nous a appris une chose, ce qui est techniquement possible finit toujours un jour ou l'autre par devenir politiquement tentant. Un euro numérique avec plafond de détention, c'est déjà un euro qui n'est plus vraiment libre. Un euro numérique traçable, même anonymisé, c'est un euro qui peut être observé. Et un euro numérique programmable, même si ce n'est pas prévu, c'est un euro qui peut être conditionné. Le Parlement européen votera en mai 2026. Il reste encore un peu de temps pour débattre, s'informer et peut-être peser sur ce choix. Pendant ce temps, d'autres modèles existent. Des stablecoins adossés au dollar, des protocoles décentralisés, Bitcoin. Sans permission, sans plafond, sans bouton d'arrêt. L'euro numérique n'est pas une fatalité, mais si nous ne nous en saisissons pas maintenant, d'autres décideront à notre place. Mais avant de nous quitter, ne manquez pas l'opportunité de lever des millions de dollars et de vous donner les moyens de votre ambition en levant des fonds via Start Engine. Le lien est en description.